Mesdames et messieurs, bonjour à tous, très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour cette nouvelle édition d'InnoGaz, organisée à l'initiative de Coenov, dont je salue le président Jean-Charles Collaroy. On va parler évidemment innovation dans le gaz aujourd'hui pour ce webinaire qui dure environ 1 heure. On a avec nous des experts, Yann Raoult, vous êtes président directeur innovation de Waze, et Fabien Michel. Fabien, vous êtes fondateur de Voltigigal et de Carborock, et vous allez nous présenter votre travail, votre métier, vos enjeux, vos défis, le thème de notre événement, les enjeux et défis de la captation et de la valorisation du CO2 biogénique. Un petit mot sur le déroulé de notre webinaire, on aura ce temps de présentation de ces innovations, puis un temps d'échange avec vous tous pour prendre la parole. Rien de plus simple, vous pouvez poser votre question directement sur la messagerie Zoom de ce chat, et puis vous pouvez poser toutes vos questions à la fois sur le financement, sur la technologie. Pas de questions tabous ce matin avec nous. Sans plus tarder, je vais donner la parole à Jean-Charles Collaroy pour une introduction de ce webinaire. Merci Hugo, bienvenue à tous. Beaucoup de participants, beaucoup d'engouement pour ce nouvel InnoGaz. Donc merci d'être là à nos côtés ce matin. Merci Hugo pour l'accueil dans ces studios. C'est le 12e live InnoGaz, c'est le premier de l'année 2024. Pour rappel, en 2023, nous avions fait 3 éditions de ces InnoGaz. Un qui concernait les nouvelles technologies de production de gaz bas carbone. Un sur les chaudières innovantes, la chaudière Carborock, une chaudière aussi utilisant de l'hydrogène, et puis le dernier sur l'adaptation des réseaux aux nouvelles productions de gaz vert. Donc on voit que ces InnoGaz bien sont là pour montrer que la filière gaz est une filière qui innove, et aujourd'hui on va parler de la captation du CO2. Alors un mot sur Coenov, vous connaissez les membres, les principaux fabricants franco-européens de solutions de chauffage dans le bâtiment, Atlantic, Ariston, Bosch, De Dietrich, Friske, Vaillant, Viessmann, Pujula, voilà les grands acteurs des solutions de l'efficacité énergétique, avec des acteurs énergéticiens, ceux qui installent et qui maintiennent les solutions aussi, la FFB, la CAPEB, le SINASAV, et puis l'Union sociale pour l'habitat, les bailleurs sociaux. Donc voilà, l'ensemble de la chaîne de l'efficacité énergétique, des solutions dans le bâtiment, et avec une conviction qu'on essaye de partager fortement, qui est basée sur un triptyque: baisse des consommations, verdissement du gaz et innovation dans les solutions. Baisse des consommations, pour rappel, aujourd'hui on consomme 450 TWh de gaz, tous usages confondus, et le bâtiment représente 240 TWh. Eh bien, en 2050, d'ici 25 ans, on va passer à 60% de baisse des consommations et une consommation de gaz, tous usages confondus, qui sera de 240 TWh. Dans le même temps, le gaz va se verdir, et il y a un potentiel de verdissement qui est supérieur à la consommation du pays, un potentiel de 320 TWh de biogaz. Et puis, des innovations, c'est des chaudières très haute performance énergétique, en passant d'anciennes chaudières à des nouvelles chaudières, condensation, THPE, on peut faire 30% de gain en efficacité énergétique. Et puis l'hybridation des systèmes, je dis souvent, c'est l'alliance du meilleur des deux mondes, des électrons décarbonés associés à des molécules de gaz qui se verdissent. Là, on peut faire 70% d'économie ou de baisse des émissions de gaz à effet de serre. Le potentiel de gaz vert en France, il est énorme, je l'ai dit, ça repose sur différentes technologies. La principale et la plus mature, c'est la méthanisation. On utilise des déchets agricoles ou de l'agroalimentaire. C'est un potentiel de 135 TWh. La pyrogazéification, là on est plutôt sur l'utilisation des déchets solides, des déchets de bois, 90 TWh de potentiel. Gazéification hydrothermale, les déchets liquides, des bouts de stations d'épuration, 45-50 TWh de potentiel. Et puis la méthanation, on viendra finalement recombiner de l'hydrogène décarboné avec du CO2 biogénique qui peut être issu d'un méthaniseur pour faire CO2 plus H2 du CH4. Donc la totalité de ces gisements et de ces potentiels, c'est 320 TWh. On voit qu'on pourrait être un pays exportateur, puisque la consommation, elle va baisser à 240 TWh en 2050. Et ce qui est intéressant, c'est que ça permet de donner une perspective. Finalement, en 25 ans, on va pouvoir sortir de la dépendance aux énergies fossiles. Alors, on a vu que sur la méthanation, on va pouvoir utiliser ce CO2 biogénique qui est issu des méthaniseurs. Mais aujourd'hui, dans cet InnoGaz, on va voir avec nos interlocuteurs qu'on peut valoriser ce CO2 biogénique avec d'autres usages. On va en illustrer 2 aujourd'hui. Waze avec le séchage du bois, et puis Carborock avec la minéralisation par carbonatation. C'est intéressant de voir ces innovations qui vont permettre de donner un rendement supplémentaire à nos méthaniseurs qui se développent. Aujourd'hui, plus de 600 méthaniseurs en France et 12 TWh. Donc on commence avec vous, Yann Raoult pour Waze. Je vous passe la parole pour 15-20 minutes pour pouvoir nous parler de votre solution. Merci Jean-Charles. Merci Jean-Charles.
Donc, je m'appelle Yann Raoul, je suis président d'une start-up Waze. Et en tant qu'entrepreneur, c'est ma 5e société. Je suis tombé dans la marmite il y a à peu près 22 ans. Voilà. Donc, je vais vous parler aujourd'hui du sujet de valorisation du CO2 biogénique à travers un matériau biosourcé qui est le bois. Donc, nous avons aujourd'hui la volonté, une vision qui est de déployer dans le monde, je mets mes lunettes parce qu'en fait je ne vois pas mon texte, j'en suis désolé. Nous voulons déployer partout dans le monde un écosystème industriel vertueux pour l'environnement et rentable, bien évidemment, puisque nous sommes une start-up, qui fait le lien concret entre deux choses. La première, c'est notre solution technologique qui permet de bonifier la transformation d'un matériau bois, permettant ainsi une meilleure gestion des forêts, notamment. Il faut savoir qu'en France, effectivement, le commerce extérieur de la filière française bois est déficitaire de plus de 8 milliards d'euros, bien que nous ayons la 4e forêt d'Europe. Donc c'est un sujet, et notamment du fait qu'on ne fait pas la première transformation, ou mal la première transformation, c'est-à-dire la première découpe et le séchage. Le lien très important pour nous, l'ambivalence importante, c'est l'utilisation du CO2, et notamment du CO2 biogénique, qui pour nous est une ressource incroyable, vous allez le comprendre, pour participer humblement à la décarbonation de l'industrie. Alors peut-être qu'on peut se redire pourquoi on dit CO2 biogénique par rapport à d'autres types de CO2. Très bonne remarque. Le CO2 biogénique provient essentiellement de la plante, à contrario du CO2 fossile. Le CO2 fossile est un coproduit, par exemple, de la combustion du pétrole. Donc, le pétrole est sous nos pieds à 1500, 2000 mètres, voire plus de profondeur. On le pompe, on l'utilise à bon escient pour rouler, pour faire du caoutchouc, etc. Et ça apporte du CO2 qui, aujourd'hui, dans l'atmosphère, n'est pas présent. Donc ça, c'est très, très important à comprendre, alors que ça a mis des millions d'années à se former. Donc on ajoute du CO2 dans l'atmosphère. Ce CO2, c'est un gaz inerte, donc il n'y a aucun moyen de l'enlever, si ce n'est de le stocker. A contrario, le CO2 biogénique provient notamment de la plante, de la dégradation de la plante. La plante, pour faire sa photosynthèse et croître, capte ce CO2 qui est déjà présent dans l'atmosphère. Et lorsqu'elle se dégrade, par exemple déchets agricoles en fermentation dans un méthaniseur, elle dégage du méthane et aussi du CO2. D'où ce CO2 biogénique qui est neutre par rapport à l'atmosphère, puisqu'on en prend et on le rétrocède. Donc effectivement, le CO2 biogénique est une ressource, tandis que le CO2 fossile, de mon point de vue, restera un déchet. Je vais vous parler effectivement du séchage. Donc il faut savoir que tout ce qui nous entoure, la table sur laquelle vous êtes stabilisé, entre guillemets, ou sur lequel vous avez votre cahier, a été séché, le bois de construction est séché. Donc tout matériau bois doit être séché pour être utilisé et transformé. Bien évidemment, le bois de construction, qui nécessite par exemple d'être séché à 15% de taux d'humidité. La deuxième chose importante, c'est que dans le séchage, dans cette filière, il n'y a eu aucune innovation fondamentale, en tout cas, depuis des décennies. Pour comprendre brièvement ce que c'est que le séchage aujourd'hui dans une usine ultramoderne en Europe, vous prenez un demi-terrain de tennis, vous mettez un hangar dessus, vous mettez à l'intérieur un certain nombre de planches et d'avivés en bois sur des palettes, et vous avez des grands ventilos, vous avez par exemple une chaudière biomasse, avec les rebuts de bois, vous créez de la chaleur, et cette chaleur est injectée par les ventilos, on monte jusqu'à 50 degrés à peu près de température, vous créez de la vapeur d'eau, et quand vous avez trop de vapeur d'eau, vous ouvrez les évents et vous recommencez. Donc on comprend tout de suite le coût énergétique de cette démarche. Donc nous, on a eu une approche que je vais vous présenter qui est, j'allais dire, plus vertueuse et plus performante que ce qui existe aujourd'hui. La dernière chose, c'est... Et quelle est la durée moyenne aujourd'hui pour les technologies de séchage classiques Alors, si on prend un exemple, par exemple, des planches de chêne, dans une usine, par exemple, un de nos clients qui est en République tchèque, qui est un des leaders en parquet en chêne massif,
il met à peu près, pour sécher une planche de chêne, entre 22 et 23 jours. Je parle bien du séchage artificiel. Donc il y a eu le ressuyage, il y a eu les grumes qui ont été en forêt, qui ont pris plusieurs mois. Ok, mais donc c'est intéressant d'avoir cette notion-là, 22 ou 23 jours quand on veut sécher. Voilà. Et donc avec votre solution? Notre solution, on arrive à 2 à 3 jours pour faire le même séchage là, et avec une qualité de bois qui n'a rien à voir, dont je vais vous parler. Dernière chose aussi par rapport à ce marché du séchage et du bois, il y a des exigences techniques et réglementaires qui sont de plus en plus importantes, ce qui est normal, notamment pour l'utilisation du bois en construction, qui est un enjeu fort pour décarbonéter le mètre carré de CO2, d'émissions de CO2 mètre carré construit. Et donc, ce besoin de qualité de séchage est important. Alors, effectivement, pourquoi on parle de révolution ? Pour deux raisons essentielles. La première, c'est qu'on a un gain d'énergie très important. Et la seconde, c'est que nous avons un gain de matière. Sur la partie gain d'énergie, en fait, comme vous l'avez compris, la rapidité de séchage qui est assez impressionnante. J'ai pris un exemple flatteur, hein, qui était un feuillu et du chêne. Il faut savoir que pour des résineux, le temps de séchage est plutôt de l'ordre de 10 à 15 jours et on le réduit effectivement aussi à une journée à peine. Donc, sur cette partie séchage, c'est important puisqu'on a forcément un gain d'énergie. Après, à capacité constante, c'est-à-dire que, comme vous l'avez compris, aujourd'hui on sèche dans des grands hangars, donc le séchage concerne des grands volumes. Mais ramené au même volume de séchage, on a un gain d'énergie à peu près de 20% et non optimisé. La deuxième chose aussi qui fait que c'est le gain d'énergie, c'est la performance du process. On est en circuit fermé et on utilise du CO2. Le CO2 a plein d'avantages par rapport au bois et par rapport à l'air, pardon. Il a une viscosité plus intéressante, il transporte bien la chaleur, il a un effet qu'on connaît tous de gaz à effet de serre, il renvoie un rayonnement. Donc l'ensemble de ces propriétés expliquent la rapidité de séchage. La deuxième chose très importante, c'est le gain de matière. L'industrie du bois est une industrie qui aujourd'hui a un rendement de 40 à 50%. Ça veut dire quoi, en simplifiant? 1 mètre cube de bois qui rentre dans une usine, vous avez 50 à 60% qui finit en rebut ou en copeaux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un potentiel d'optimisation de ce rendement assez intéressant. Et il se trouve, lorsqu'on utilise du CO2, le CO2 est beaucoup plus respectueux de la matière et donc on a moins de retrait, parce qu'il faut savoir que quand on sèche un bois, c'est un peu comme un pull que vous mettez à la machine à laver, il rétrécit si vous ne les mettez pas à la bonne température. Le bois, c'est la même chose. Et ça peut être de 15 à 20%. Donc, c'est extrêmement important. Nous, on a 50% de moins de retrait. Donc, ça, c'est intéressant. La même chose, lorsque vous séchez sous CO2, vous avez en fait peu de déformation, voire pas du tout. Donc ça, c'est intéressant parce qu'une planche, lorsqu'on la sèche, elle vrille, elle fendille, etc. Donc ça aussi, ça améliore le rendement. Donc quand vous avez un matériau comme le chêne, par exemple, qui peut atteindre des prix de 1 000 € à 1 500 € le mètre cube, et que vous gagnez 30 à 40% de matière, bah, vous voyez tout de suite l'économie très importante. Outre le fait qu'au niveau environnemental, c'est de plus intéressant, on le verra par la suite. On a aussi une stabilité du matériau, puisqu'en fait, le bois en contact avec l'eau gonfle beaucoup moins. Par exemple, un bois dans une salle de bain va être en contact direct avec l'eau et le gonflement est assez important, on le connaît tous. On a à peu près la même chose, environ 50% de moins de gonflement avec de l'eau. Dernier point, pourquoi c'est une révolution? Parce que vous l'avez compris, nous, nos clients aujourd'hui, c'est les industriels du bois. On n'était pas du tout porté sur le CO2. Le CO2 m'a intéressé dès le départ parce qu'avec une entreprise où j'avais travaillé dans les cités sols pollués, récupérer ce CO2 de fumée d'émissions industrielles m'intéressait. Dans la plupart des émissions industrielles, vous avez 20% de CO2. Donc aujourd'hui, il y a des brevets qui existent, c'est assez facile de concentrer ce CO2. Et je me disais, je vais juste à côté d'une cheminée industrielle et je valorise ce bois. Ça, c'était un petit peu compliqué pour une start-up parce que je dépendais d'un brevet donc je ne maîtrisais pas. Et j'ai découvert il y a 2 ans la méthanisation, qui pour nous est quelque chose de fantastique, puisque nous avons une source de CO2 biogénique importante, concentrée à 98% si c'est un méthaniseur en injection, parce qu'il y a un épurateur qui sépare le CO2 du méthane, et donc on a une émission de CO2 à 98%. Donc ça, c'est génial pour nous, puisqu'on peut valoriser directement, et je vais vous expliquer comment.
Le dernier point sur ce slide, j'ai été un petit peu long, mais c'était pour vous dire qu'il y a aussi, j'aime pas dire couteau suisse, c'est un couteau français, qui a beaucoup d'applications possibles si on commence à réfléchir sur le stockage du CO2. Je prendrai deux exemples, le béton de bois et le biochar. Béton de bois, on met des copeaux dans le bois pour faire très très simple, et donc on obtient un béton qui a une plus faible empreinte carbone, et le biochar qui est globalement du charbon de bois. Donc ça, ce sont des possibilités d'application qui sont extrêmement intéressantes. La technologie de WES. Donc la technologie de WES, comme je vous l'ai dit... Là, sur le visuel, on voit justement une photo d'un démonstrateur. Le méthaniseur est où, là? On est situé en Seine-et-Marne, je crois. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. Il est en Seine-et-Marne, à 10 km sous Disney, pour donner un petit... à Favières, exactement. Donc, effectivement, vous avez le méthaniseur on voit les dômes juste derrière. Vous avez d'ailleurs le réseau de distribution de GRDF qui est juste devant la zone de séchoir, et la zone de séchoir qui est sur le carré blanc, qui venait d'être implantée parce qu'on n'a pas attendu d'avoir une toiture pour installer notre démonstrateur. Et vous avez la chambre de séchage qui est visuellement celle où les rails rentrent à l'intérieur de ce séchoir. Donc, c'est un séchage. Ce démonstrateur nous a permis de démontrer les qualités du bois obtenues pour un rendement industriel. Donc, ça a été une réussite. En tout cas, on est très fiers de ça. Ça a été fait deuxième semestre de l'année dernière. L'idée, c'est qu'on voulait quelque chose de simple. Donc, on est par piquage directement sur le LOF-Gaz, la sortie qu'on ne voit pas très bien, mais qui est à côté des dômes sur la droite au fond. On a juste un piquage, après une canalisation, on est à pression atmosphérique, on a un surpresseur, et vous avez le petit carré orange, on fait rentrer ce CO2 dans cette cellule, on remplit en CO2, et après on est en circuit fermé, on réchauffe ce gaz à l'extérieur par un réchauffeur, en circuit fermé, ça passe sur une pompe à chaleur, une plaque froide en fait. On sépare la vapeur d'eau au contact de la canalisation froide, se liquéfie et on élimine l'eau. Et le gaz légèrement refroidi refait son parcours en circuit fermé, est réchauffé et réinjecté. Donc, process simple. Donc là, le temps de passage du bois, c'est dans cette cellule, c'est 2 jours, 2-3 jours en moyenne. Exactement. Alors ça dépend des essences. Voilà. Par contre, c'est un point intéressant, c'est que avec notre technologie, on peut sécher n'importe quelle essence. Des essences qui aujourd'hui sont difficiles. Par exemple, on a un client qui voulait faire du parquet en hêtre. On ne voit plus de parquet en hêtre, sauf dans les belles demeures. C'était au 18e ou avant. Aujourd'hui, on n'a plus le temps de sécher le bois parce que ça prend trop de temps. Nous, par exemple, il lance un nouveau produit qui est du parquet en hêtre, qu'il est en train, avec une grande surface, de développer. Donc ça, c'est un exemple. C'est intéressant parce que ça veut dire que des essences locales, les méthaniseurs sont sur un territoire. Il y a des essences locales qui sont aujourd'hui pas valorisées. À travers notre technologie, on peut valoriser n'importe quelle essence, des peupliers, des châtaigniers, etc. Donc ça, c'est aussi intéressant. Plus besoin d'envoyer nos bois à l'export pour être séchés, etc. On peut le faire sur place, sur un territoire, sur la base d'un méthaniseur. Ce qui est important aussi de bien voir, c'est que nous, nos clients, ce sont les industriels du bois. Donc, en fait, ce n'est pas le pianiste qui vient au piano, c'est le piano qui vient au pianiste, dans le sens où l'industriel du bois a son installation sur le méthaniseur, au niveau du méthaniseur, et utilise ce CO2 et sèche ses bois. Alors souvent la crainte, et on l'a vu, hein, quand il y a des installations de méthaniseurs qui se font pour l'acceptabilité sociale, c'est est-ce qu'il ne va pas y avoir trop de transport en camion? Est-ce que là, les premiers tests que vous avez faits, ça ne rajoute pas trop de transport de matière? C'est quoi à peu près les ordres de grandeur? On a répondu en fait à un appel d'offres à projet de GRDF sur la valorisation du CO2, et donc c'est des questions qui nous ont été posées. Et effectivement, ce qu'on voit, c'est que pour une capacité de séchage moyenne qui intéresse un industriel du bois, c'est 1 ou 2 camions par semaine. Donc par rapport à l'activité d'un méthaniseur, a priori, je ne suis pas spécialiste, mais c'est tout à fait cohérent. Ouais. Donc on voit qu'on est sur des choses raisonnables qui n'ont pas de quoi inquiéter par rapport à l'activité classique du méthaniseur. Exactement. Et je tiens à dire aussi que
le séchage du bois n'a pas, au niveau de la réglementation, il n'y a pas forcément de cap, c'est-à-dire que souvent le méthaniseur est une ICPE, soit enregistrement, soit déclaration. Pour l'instant, sur la partie juste du démonstrateur, parce qu'on a aussi un axe de mobilité, on ne le voit pas bien sur l'image, mais c'est quelque chose qui est transportable, qui est mobile, genre container maritime recyclé. Donc c'est quelque chose de mobile. On a un porté à connaissance à faire vis-à-vis de le méthaniseur a un porté à connaissance à faire. Ce qui est intéressant en termes de perspective, c'est que l'outil Waze, je parle d'outil parce que notre volonté est de développer le plus possible cette technologie, sachant que nous, on va s'attaquer aussi après aux émissions industrielles de n'importe quel type de chaudière. Mais là, pour l'instant, notre source à nouveau incroyable, c'est les méthaniseurs. Et on pourrait, grâce à ce procédé, parce qu'on piège une partie du CO2 qu'on utilise, on pourrait permettre à la méthanisation d'être la première ENR à bilan carbone négatif. Donc je trouve ça assez intéressant, sachant que ce n'est pas ce qu'on cherchait au départ. À nouveau, nous, nos clients, notre centre de gravité, c'est le bois. Et donc il y a beaucoup de progrès à faire. J'en parlerai peut-être probablement tout à l'heure, mais on n'utilise qu'une partie des émissions de CO2 biogéniques. Donc on laisse toute une partie à nos amis entrepreneurs qui ont aussi des solutions de valorisation comme Fabien d'utiliser. En général, pour l'instant, on a un recul, c'est qu'on consomme entre guillemets 25% d'une unité de méthanisation moyenne, sachant que là-dedans, il y a de la perte aussi de notre part. Et que globalement, mais ça scientifiquement, on est en train de le démontrer, puisque moi en particulier, je suis entrepreneur, donc je suis un peu vénal comme garçon, donc je voulais surtout savoir si mon bois intéressait l'industriel du bois. Donc je n'ai pas essayé de comprendre le processus d'interaction entre le CO2 et le bois, même si on a quelques idées. Et aujourd'hui, dans la littérature scientifique, il n'y existe rien entre l'interaction CO2 et polymère du bois. Par contre, ça fait 1 an et demi qu'on travaille avec l'INRAE, je vais vous en parler plus tard. Oui. Donc Waze est une start-up. Sans jeu de mots, on est sorti du bois en 2020 parce que notre brevet a été délivré en 2020. Depuis, on a déposé 4 brevets en 2023, notamment grâce à ce démonstrateur. On a été lauréat du concours national Innov en 2021 et on a des partenaires industriels qui nous soutiennent, pour la plupart que du bois. On a aussi des gens avec qui on échange, des gens comme le pôle Wewood de Bouygues Construction, ou des gens comme la SNCF qui sèchent 500 000 traverses de chaînes par an. Mon dernier slide, pour résumer un peu cette technologie, ce qui nous intéresse et ce qui nous paraît être intéressant, c'est qu'on travaille sur la qualité du séchage qui permet de faire, des économies de matière, des économies d'énergie et donc de réduire le besoin en bois. Ça, c'est important, d'exploiter les essences locales. Deuxième chose, en piégeant et en valorisant ce CO2 biogénique, notamment, on participe humblement à la décarbonation de l'industrie. Et enfin, tertio, ça c'est important pour nous. En fait, on est sur un territoire, on est sur une économie circulaire où effectivement, que ça soit le bois ou le CO2 biogénique, il y a beaucoup de choses à faire. Merci beaucoup, merci Yann. Fabien, avant de vous donner la parole pour présenter votre innovation, ce que je propose, c'est qu'on prenne déjà quelques questions qui se bousculent sur le chat et je vous en remercie. Alors j'ai repéré une première question, notamment de Florian Lagrange. Quel est le taux de captation et de séquestration du CO2 vis-à-vis de ce qui rentre dans votre process? Bonne question. Alors j'ai expliqué que scientifiquement, on avait encore des explications à obtenir, des compréhensions à obtenir. Le chiffre que je vais vous donner est une observation depuis 2022 parce qu'on a fait un prototype. Donc pour l'instant, je précise aussi le contexte de ce chiffrage. Ce n'est que pour des bois utilisés en construction,
dans le courant, c'est-à-dire qu'on ne va pas à 0% d'humidité, on s'arrête à 15% ou à 8 à 12%, donc on limite ce piégeage, et en gros c'est, je dirais, entre 40 et 60 kilos par mètre cube de bois séché. Donc il faut savoir qu'en France, par exemple, j'ai un chiffre en tête de 2021, il y avait 38 millions de mètres cubes de bois transformés. Si on en prend la moitié qui est séchée, on va dire 20 millions de mètres cubes. Vous multipliez, en théorie, si notre technologie était utilisée pour tout type de séchage, mais je pense que ça devrait l'être. C'est un peu comme l'ampoule à filament et l'halogène. C'est quand même disruptif. On obtiendrait effectivement des choses, vous multipliez ce 20 millions de mètres cubes par an par 50 kilos. Merci Yann. Alors Jean-Charles parlait tout à l'heure d'acceptabilité sociale. Est-ce que vous avez relevé des nuisances olfactives et sonores liées au processus? Pour l'instant, non. Puisque en fait, ce CO2 biogénique, excusez-moi l'expression, aujourd'hui part aux petits oiseaux. Donc nous, on ne fait que l'utiliser temporairement. Au niveau odeur, si ce n'est quand le bois sèche, il y a une certaine odeur, mais moi personnellement, je trouve que c'est plutôt agréable. En termes de sécurité, comme vous l'avez compris, on est sous atmosphère de CO2, donc ça ne peut pas s'enflammer. Et le stockage est relativement faible, puisque on a un temps de séchage court, et donc ce fameux camion ou ces deux camions qui passent sur le... Parfait, merci beaucoup. Une question de Mathieu Jarry de la métropole de Limoges. Le CO2 fossile étant taxable par rapport au CO2 biogénique, votre technologie pourrait-elle s'adosser à un industriel produisant du CO2 fossile? Tout à fait. Tout à fait. C'était le premier axe de réflexion, c'était de décarboner, effectivement, de piéger ce CO2 fossile d'émissions industrielles. Donc oui, tout à fait. Alors, pour l'instant, on est très axé sur les méthaniseurs parce que, comme vous l'avez compris, il y a quelque chose d'assez élégant sur un territoire. C'est-à-dire que l'agriculteur qui fait cette méthanisation, par exemple là où on est, c'est un élevage de vaches, donc c'est les excréments des vaches qui apportent une grande partie de l'intrant. C'est assez intéressant en plus de réutiliser le CO2 biogénique. Oui, et puis le CO2 d'un méthaniseur, lui, est très concentré, Oui. ce qui n'est pas toujours le cas chez un industriel. Hein. Exact. Le fait d'avoir à purifier le gaz pour le réinjecter dans le réseau, ça oblige à avoir du coup un CO2 qui est très pur. Et du coup, ça, c'est un avantage aussi dans un premier temps, je pense, par rapport aux industriels. Tout à fait. Je pense que le fait d'aller chez un industriel installer une cellule de séchage est intéressant pour l'industriel, parce qu'effectivement, ça décarbone son activité. En revanche, par rapport au territoire, bon, c'est des choses à voir, mais on est très ouvert. Alors ça fait le lien avec la question de Dominique Chauvin. Pourquoi le CO2 en sortie de méthaniseur est-il aussi concentré? Parce que, alors j'ai parlé, je ne suis pas spécialiste, mais j'ai parlé uniquement de l'injection. C'est juste ça que j'ai compris, c'est que si vous faites de l'injection, c'est-à-dire du gaz de ville, distribué par exemple par GRDF, on a forcément un moment, comme il sort de gaz essentiellement, hein, à 99,5% peut-être, à nouveau je ne suis pas spécialiste, il sort 98% de CO2 et moins d'1% de méthane et des restes d'autres types de gaz type COV. Donc c'est pour ça qu'il passe par un épurateur membranaire lorsque c'est en distribution de ce gaz de ville. Merci beaucoup. Une autre question un petit peu technique, j'espère qu'on ne va pas vous piéger Yann. Quelle est la consommation d'énergie du procédé par tonne de bois séché? Alors j'ai pas le chiffre en tête, mais je sais qu'on a fait des comparaisons par rapport aux autres énergies et on est plus bas. Du coup, là, c'est pas piégeant, mais on est parmi les plus basses en termes de consommation énergétique. J'ai en tête quelque chose de... Ouais, mais bon, je répondrai. On pourra répondre par, Voilà, par je écrit, bien répondrai. sûr, par la suite. Avant de donner la parole à Fabien Michel pour qu'il nous présente son innovation, une dernière question pour vous, Yann. Est-ce que les chambres de séchage sont soumises à la réglementation ICPE vis-à-vis de l'utilisation du CO2, risque anoxie? Alors, pour l'instant, non. Mais comme vous l'avez compris, on a un démonstrateur aujourd'hui. Effectivement, c'est le seul risque qui peut être identifié, c'est que quelqu'un rentre volontairement, par exemple, dans ce container. C'est le seul risque, effectivement, qui existe, mais aujourd'hui, on n'est pas soumis. La seule chose qu'on est soumis, c'est que le propriétaire du méthaniseur fasse un porté à connaissance.
Merci beaucoup Yann. S'il y a d'autres questions qui viennent, on pourrait y revenir après, mais je voudrais donner la parole à Fabien Michel. Fabien, vous êtes fondateur de Voltigital et de Carborock. Vous êtes nantais. Quelles sont vos innovations? Je vais vous présenter ça. Alors, je ne sais pas si j'ai le retour, si on voit les slides, mais bon, pour commencer, donc je suis Fabien Michel. Je suis président et fondateur de Voltigital, qui est une société d'ingénierie et de conseil sur les technologies innovantes bas carbone. On va passer, qui a été créé donc en 2019 et au sein de Voltigital, nous travaillons avec différents clients, PME, ETI, grands groupes, acteurs des énergies renouvelables, sur des sujets de capture et valorisation du CO2, sur les gaz renouvelables et sur tout ce qui est production et usage innovant de l'hydrogène. On a notamment travaillé sur la valorisation du CO2 avec quelques documents qui sont publics que vous pourrez trouver sur Internet. Et d'ailleurs, les liens sont cliquables. Notamment en 2023, on a réalisé pour le CTBM et le comité stratégique de filière Nouveau Système Énergétique un guide pour réaliser un projet de valorisation du bio-CO2. On a fait une note pour le Crédit Agricole. On est intervenu sur un webinaire du CTBM sur la minéralisation du CO2. Et donc Voltigital a une expertise sur l'innovation technologique bas carbone. Mais au-delà de ça, moi j'ai souhaité revenir un peu à mon activité entrepreneuriale passée, puisque pendant 11 ans, j'ai été cofondateur d'une société technologique innovante qui a développé des machines, qui les a construites, qui les a vendues en France et à l'export pour la transition énergétique. Et on avait identifié au sein de Voltigital un sujet assez intéressant en termes de voie de valorisation du CO2, qui était la minéralisation du CO2. Un sujet qui est à la fois très bien connu et très peu exploité, et sur lequel on a souhaité créer une nouvelle activité qui s'appelle Carborock. Donc aujourd'hui, Carborock est une marque portée par Voltigital et a vocation à devenir une entreprise indépendante. Alors, on va faire un petit détour sur l'élimination de carbone atmosphérique. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est quelque chose qui est nécessaire pour atteindre les objectifs climat qui nous sont donnés par le GIEC. Si on veut maintenir 1,5 degré dans l'atmosphère, il va falloir réduire les émissions, il va falloir éviter d'émettre, mais une fois qu'on aura fait tout cela, en 2050, il y a un consensus scientifique pour dire que ça ne sera pas assez. Si on veut être net en carbone, il faut qu'il y ait des gens qui aillent chercher le CO2 de l'atmosphère et qui le remettent dans un stock terrestre. Et ça, c'est un effort qui implique une convergence vraiment sans précédent, puisque si on se fixe un objectif de 10 gigatonnes de CO2 retirés de l'atmosphère par an à l'horizon 2050, on voit qu'on est très loin de cet objectif à l'heure actuelle. On pourrait dire que ce n'est pas la priorité d'éliminer le carbone atmosphérique. Néanmoins, comme il faut construire une filière industrielle qui soit mature à un horizon de 2050, il faut démarrer dès maintenant. Est-ce que vous faites finalement une différence entre la notion de stockage de carbone, au sens comme on l'entend parfois, essayer de prendre le carbone, le CO2 issu de processus industriels, et puis avec des pipes, aller le stocker dans des gisements en Norvège, comme on le voit, et puis le piégeage de carbone dans des usages, comme on l'a vu, ça peut être du bois, ça peut être de la minéralisation. Est-ce qu'il y a une différence entre stockage et piégeage? Les termes sont équivalents. Par contre, il y a une différence entre élimination directe de carbone, ou carbon direct removal en anglais, et tout ce qu'on va parler comme carbon capture et stockage. L'idée, c'est l'idée de la baignoire en fait qu'on remplit. Donc la manière la plus simple quand le niveau d'eau est trop haut dans la baignoire, c'est de fermer le robinet. Donc ça, c'est réduire les émissions. Mais une fois qu'on a réduit les émissions, la baignoire est quand même pleine. Et donc il va falloir enlever diminuer le carbone atmosphérique. Et donc ça, c'est un autre enjeu technologique. Donc effectivement, on peut choisir de laisser le robinet à fond et d'essayer d'enlever. C'est pas le plus intéressant. Et nous, on se positionne bien sur cette notion d'éliminer le carbone atmosphérique en passant par du CO2 biogénique, puisque le CO2 atmosphérique, il est extrêmement dilué dans l'atmosphère, il est à quelques 400 ppm, et donc le capter coûte très cher. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ces technologies, qui sont très intéressantes. Mais nous, on remarque que les plantes captent ce CO2. La matière organique est composée de CO2 atmosphérique et du coup, via la méthanisation, on va avoir sur des sites qui vont être petits, diffus, du CO2 très concentré et qui aujourd'hui est finalement très peu valorisé. Par ailleurs,
une fois qu'on a capté ce CO2, on ne sait pas trop quoi en faire. Donc, nous, on travaille sur des innovations pour valoriser ou séquestrer ce CO2. Et on sait qu'il y a certains matériaux de construction, et notamment le béton recyclé, qui peut capter un petit peu de CO2 et qui peut le capter de manière pérenne, avec la difficulté qu'on a finalement des gisements qui sont nombreux, diffus, mais relativement petits. Et donc, nous, on vise à faire la synthèse de un peu ces deux types de flux. Et donc, notre solution chez Carborock, c'est de déployer des écosystèmes de minéralisation du CO2. Et ces écosystèmes, ils visent à prendre du CO2 biogénique, donc qui est en fait un proxy pour du CO2 atmosphérique, et des matériaux, notamment du béton à recycler, de les faire réagir ensemble dans un réacteur de carbonatation avec une technologie propriétaire en développement, et de faire deux choses à partir de cela. D'une part, de générer des certificats de piégeage de CO2, c'est-à-dire qu'on va pouvoir montrer scientifiquement qu'on a piégé du CO2 et que ce CO2 va être séquestré pendant une durée très longue. Et d'autre part, générer du coup du béton recyclé carbonaté qui va pouvoir continuer sa vie, puisque aujourd'hui le béton recyclé, il va soit dans une filière travaux publics pour faire des routes, soit dans une filière béton recyclé, qui est une filière un petit peu plus noble, mais un petit peu plus compliquée, puisque le granulat de béton recyclé, il est assez inhomogène, en fait, il contient de la pâte, qui fait que ses propriétés ne sont pas toujours très régulières. Mais nous, cette pâte, elle nous intéresse beaucoup, parce que d'une part, c'est celle-là qui va nous permettre de capter le CO2, et d'autre part, on va essayer de travailler à l'inerter et à modifier les propriétés de cette pâte pour rendre ce granulat de béton recyclé plus facilement réutilisable dans du béton. Et ce béton recyclé, généralement, on le trouve où? Est-ce qu'il y a des sites préférentiels dans les départements ou est-ce que c'est... Alors, il y a 20 millions de tonnes de béton à recycler. Ouais. Et donc, il faut savoir qu'effectivement, le granulat, qu'il soit naturel ou recyclé, c'est une ressource extrêmement consommée en France, puisque chaque Français consomme à peu près 3 tonnes par an de granulat. Et c'est intimement lié à l'activité, donc qu'elle soit de type travaux publics ou de type bâtiment. Donc on va retrouver ces gisements de béton recyclé proches des villes, on va les retrouver proches des zones de travaux. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est de nous positionner à la périphérie entre les villes et les espaces, les territoires ruraux, pour avoir à la fois ce CO2 biogénique et ces flux de matériaux. Alors, qu'est-ce que ça peut être un écosystème de minéralisation? Donc, sur un premier schéma assez simple, on a finalement une plateforme de recyclage qui va par exemple être en bordure de Nantes. On a des centrales béton qui vont être pareil en bordure de Nantes et des unités de méthanisation. Donc, dans un premier cas, on peut prendre le CO2 biogénique, le liquéfier et le transporter, par exemple, jusqu'à une unité de minéralisation qu'on va situer sur la centrale à béton. Vous noterez que le camion qui transporte les granulats de la plateforme de recyclage à la centrale béton, de toute façon, effectue aujourd'hui ce trajet. Une autre manière qui est intéressante, c'est de développer un réseau de CO2 et donc d'amener le CO2 jusqu'à l'unité de recyclage. Et donc là, on va essayer de minéraliser sur cette plateforme-là. Et une troisième solution, c'est de faire un détour à ce camion qui transporte les granulats pour qu'il puisse alimenter d'abord l'unité de méthanisation en déposant une charge et en reprenant une charge carbonatée qui va amener sur un utilisateur qui sera par exemple une centrale béton. Et donc, qu'est-ce que c'est en termes de chiffres? Un écosystème de minéralisation, c'est typiquement un ou plusieurs unités de méthanisation. On a aujourd'hui plus de 600 unités de méthanisation en France qui produisent chacune de l'ordre de 1000 à 5000 tonnes de CO2. Ce qui représente plus d'1 million de tonnes de CO2 par an, biogénique, qui n'est peu ou pas valorisé, même si des projets démarrent pour valoriser cette ressource. Et nous, on va consommer typiquement des 500 tonnes de CO2. Ces projets sont typiquement localisés à côté des centres urbains actifs ou d'une zone en aménagement, parce qu'on a besoin de flux de matériaux. Donc comme je disais tout à l'heure, il y a 20 millions de tonnes de béton à recycler par an. Donc ça, c'est les chiffres du programme Recy-Béton qui a eu lieu en 2018, un programme national. On a plus de 800 plateformes en France. Et un écosystème de minéralisation, c'est typiquement entre plusieurs dizaines
de milliers de tonnes de matériaux par an à recycler. On piège entre 10 et 50 kg de CO2 par tonne de matériaux et on va séquestrer sur une durée extrêmement longue puisqu'on va faire des carbonates. Et les carbonates, si vous regardez une falaise pleine de calcium, carbonate de calcium, pleine de calcaire, ce CO2 il est piégé pour de bon et il bougera pas. Sauf si on le brûle ou voilà, on l'expose à de l'acide, ce qui en général n'arrive pas dans la nature. Et donc on est sur une séquestration durable. Cette réaction est exothermique et on a besoin de très peu d'énergie pour la mettre en œuvre. En fait, on a besoin d'énergie pour déplacer la matière, éventuellement comprimer un tout petit peu le CO2, mais cette réaction se produit naturellement et dégage un tout petit peu de chaleur. C'est aussi des projets qui sont intéressants du point de vue des retombées locales, puisqu'on est clairement engagé dans la logique d'économie circulaire, en valorisant du CO2 produit à un endroit et en le réutilisant le plus proche possible dans des projets qui sont aussi concrets par rapport aux utilisateurs. Nous, on a choisi de travailler sur du CO2 biogénique, de préférence issu de méthanisation, mais il y a d'autres filières qui sont intéressantes autour des gaz verts, notamment la gazification hydrothermale ou la pyrogazéification. Et ce qui est important aussi de mentionner, c'est par rapport aux usages de CO2, on se positionne clairement sur un usage séquestrant, ce qui fait en fait la base de notre business model, c'est qu'on va pouvoir revendiquer des certificats de piégeage de CO2 en disant ce CO2 biogénique venait de tel endroit, on l'a séquestré dans des matériaux de construction et il ne va pas bouger pendant plus de 100 ans, voire plus de 1000 ans, voire plus de 10 000 ans, selon certains modèles scientifiques. Et donc on sait qu'on va vraiment avoir cet effet d'élimination de carbone. Le principe technique, il est pas si simple. La réaction de base, c'est de faire réagir en fait de la chaux avec du CO2 pour former du carbonate de calcium. Je vous passe les détails, mais il y a plus que de la chaux. C'est une réaction donc avec un mécanisme de diffusion qui est lié. Alors, ce qui est intéressant de voir, si on imagine une sphère qui réagit par sa surface sur les bords, au fur et à mesure que la réaction se produit, le CaCO3 qu'on a généré vient limiter la diffusion du CO2. Et donc cette réaction, elle peut ne jamais aboutir complètement. On peut former une espèce de coquille de CaCO3 qui empêche la réaction, qui la bloque. Et donc ça va différencier finalement des projets ou des technologies qui vont permettre de capter un tout petit peu de CO2, parce qu'on fait rien. Si on met du béton à recycler, naturellement il prend un petit peu de CO2, d'ailleurs du béton normal aussi, carbonate, c'est un phénomène qui est assez bien connu. Et nous, ce qu'on veut, c'est exploiter au maximum ce phénomène pour stocker la plus grande quantité de CO2 et avec un rendement carbone le plus élevé, c'est-à-dire qu'on veut que la grande majorité du CO2 qu'on met à disposition dans la machine, il aille dans le caillou et qu'il ne reparte pas derrière à l'atmosphère. Alors, la minéralisation de CO2, ça existe. En France, il y a eu un programme scientifique qui s'appelle FastCarb, qui était porté notamment par les cimentiers, qui était dans une autre approche. Alors nous n'avons pas travaillé directement sur le projet FastCarb, mais nous travaillons avec notamment des scientifiques qui ont œuvré à ce projet. Et là, l'idée était de piéger le CO2 qui venait des fumées de cimenterie dans des matériaux de construction. Donc nous, on est sur une autre approche, du CO2 biogénique, donc un business model qui est différent, des tailles de projets qui sont différentes, qui sont de notre point de vue plus adaptées, parce qu'on va aller chercher quelques centaines ou milliers de tonnes de CO2, donc c'est typiquement le CO2 disponible sur une unité de méthanisation, alors qu'une cimenterie, c'est typiquement 200 000, 400 000, 600 000 tonnes de CO2. Donc nous, on essaye de plus coller à un enjeu territorial d'économie circulaire, et donc avec plein de petits projets diffus et jouer sur ces synergies-là. Alors très rapidement, nous, donc Voltigital Carborock, on a donc plusieurs projets de R&D, un qui est terminé, donc qui consistait à faire des essais en laboratoire, un programme qui a été financé par la région en Pays de la Loire. On est aussi sur la construction d'un réacteur pilote, donc on a aujourd'hui un réacteur pilote dans nos ateliers, et on réalise des essais sur différents types de matériaux, puisqu'il y a d'autres matériaux qui peuvent réagir. Pas que le béton à recycler, mais donc on est... Donc là, les photos qu'on voit à l'écran, c'est à Nantes, c'est sur... Alors ça, c'est moi. Ouais. À gauche, c'est à Nantes. Ouais. Et j'ai quelques photos qui sont aussi à Nantes. Ouais. Et au milieu, c'est sur une plateforme en région centre, où on a pris des échantillons. Et donc le troisième programme, qui est sur l'économie circulaire des bétons recyclés carbonatés. Qu'est-ce qui se passe quand on refait un béton avec ça ? De quelle manière on améliore les propriétés, de quelle manière on change l'analyse de cycle de vie, et comment ça peut aider à favoriser la réutilisation du béton dans le béton.
On a 2 brevets qui ont été déposés. Donc voilà, donc ça c'est nos ateliers. Alors il n'y a pas que nous, ce hall est immense, mais c'est un coworking industriel, donc on partage avec d'autres entreprises. Donc aujourd'hui, on est 2 personnes, on a des équipements de carbonatation, on a des équipements de laboratoire, de type tamis, étuve, balance, etc., pour pouvoir quantifier cette séquestration de CO2. Et donc on a une actualité 2024 qui est assez dense, puisqu'on prévoit de faire un pilote industriel en environnement opérationnel pour la fin de l'année, démarrage fin d'année, début d'année prochaine. On a une levée de fonds qu'on va démarrer là en 2024. On vise à s'installer dans des nouveaux bureaux, donc toujours à Nantes. On a déposé des dossiers de financement pour pouvoir porter ce pilote. Avec des nouveaux brevets qui sont en maturation et beaucoup de partenariats industriels et scientifiques qui sont en discussion. Et peut-être, bon ça c'est un pense-bête pour moi-même, la reprise de notre newsletter gratuite Innovation CO2, que vous pouvez voir, vous pouvez vous inscrire sur le site de Voltigital. On s'y abonnera, Fabien, c'est noté. Oui, en fait le problème c'est qu'il y a des gens qui s'abonnent, mais ça fait un moment que je n'ai pas sorti de news, mais l'actualité était assez riche. Et donc notre objectif c'est d'être actif commercialement à partir de 2026 sur le marché français, avec un modèle économique que je pourrais détailler si on avait un petit peu plus de temps, ou dans le cadre de questions, ou aux questions en direct d'ailleurs. Donc il ne faut pas hésiter à nous contacter pour pouvoir aller plus loin, approfondir les échanges autour de cette technologie et de notre actualité. Merci beaucoup Fabien pour cet éclairage. Des questions justement sur le business model. Avez-vous prévu de monétiser les certificats de piégeage de CO2 générés par votre process? C'est une question d'Alexis Edouin de Terrega. C'est la majeure partie des revenus de cette activité. Donc on piège du CO2 et on vend le certificat de piégeage de CO2 sur un marché volontaire. Donc tout à l'heure il y avait une question sur le CO2 industriel, donc avec le système d'échange des quotas. Ce CO2 industriel, si on évite de l'émettre, ça vaut aujourd'hui entre 70 et 100 euros la tonne en fonction des périodes. Sur le CO2 atmosphérique et donc par extension biogénique, on est sur un autre marché, qui est donc le marché des CDR, Carbon Direct Removal, avec des niveaux de prix qui sont bien plus élevés, mais dans un mécanisme qui est assez différent, qui est un mécanisme volontaire, sur un marché qui a vraiment commencé depuis 2019 et qui connaît une assez forte croissance puisqu'il a fait x6 depuis l'année dernière. Donc un marché très dynamique sur lequel on est vraiment positionné. Merci. Plusieurs questions également sur le bilan carbone. Georges Baroni, responsable énergie-climat de la Confédération Paysanne. On peut considérer que vous allez générer des transports importants aller-retour, ce qui va dégrader le bilan carbone. Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu plus ce bilan carbone? Oui, alors on a fait une analyse de cycle de vie préliminaire. Il y a des publications scientifiques qui existent sur d'autres, notamment en Suisse. Et donc on prend le CO2 ou CO2 équivalent émis pour la fabrication, pour le transport, et ce qu'on piège dans les agrégats, et on a des agrégats de béton recyclé qui sont clairement négatifs en CO2 en comptant le surcoût de transport, typiquement moins 90%. Donc on est vraiment un agrégat de béton très négatif. Par contre, quand on refait du béton, donc on remet du ciment, et là on est plutôt sur une baisse des émissions de CO2 équivalentes de l'ordre de 5 à 20% en fonction du taux de capture, en fonction de combien de granulats recyclés on met dans le nouveau béton. Donc certes ça génère un petit peu de transport, mais de toute façon le caillou il voyage de toute façon, il voyage sur des distances qui sont assez courtes. Quand on transporte un granulat de béton, on ne transporte pas un camion d'iPhone, qui est un caillou recyclé, c'est 10 euros la tonne. Du côté de la Bretagne, Pays de la Loire, peut-être 30 du côté de Paris. Donc on est forcément sur des coûts de transport qui vont être très importants si on va très loin. Donc c'est toujours une économie locale. Merci Fabien. Vous avez parlé tout à l'heure d'économie circulaire. On a une question justement de Guillaume Bello du service économique de la DRETS Occitanie. Ce projet est-il concurrent du recyclage du ciment à proprement parler? Si on rentre dans les détails, du béton recyclé, c'est un caillou avec de la pâte dessus. Nous, on cherche à carbonater cette pâte. Et en fait, cette pâte, elle peut avoir deux utilisations. Soit elle est reprise et elle est séparée par des technologies qui sont en cours de développement et on la remet en cru cimentier. Donc là, il n'y a rien à carbonater, mais ça fait de la matière première à économiser. Et nous on travaille sur ça, on la prend et on va essayer de la carbonater pour en faire quelque chose de mieux et qui sera réutilisable directement dans le béton. Mais c'est un peu le deuxième étage de la fusée. Aujourd'hui, nous, on n'est pas
enfin, on peut être concurrent du recyclage de ciment, mais en fait, ce qu'on propose avec la carbonatation du béton recyclé, c'est d'une part de piéger du CO2 et d'autre part d'améliorer les propriétés de ce nouveau béton. Et donc, une des propriétés qu'on cherche à mettre en évidence dans le cadre du programme Circuloroc, c'est de valider le fait que un caillou de béton recyclé carbonaté permet d'améliorer la résistance mécanique du béton qu'on refait avec et donc d'économiser un petit peu de ciment. Donc voilà. Après, quand on met les différents avantages et toutes les notions de transport, de bilan CO2, de coût énergétique, ça va dépendre effectivement de ce type d'écosystème de minéralisation du CO2. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des projets qui font énormément de sens, et puis d'autres sur lesquels cette logique ne peut pas s'appliquer partout non plus. Donc on propose pas de reprendre la totalité de tous les déchets de béton et l'utiliser que dans notre procédé, mais on pense qu'il y a des endroits où ça fait énormément de sens, et c'est sur cela qu'on veut se développer en priorité. Merci beaucoup. Alors, plusieurs questions de Anne Lepelletier-Marc. Est-ce que votre ciment a les mêmes résistances à la compression qu'un ciment classique? Alors, nous, on fait pas de ciment. C'est ça, c'est la deuxième question d'Anne. On fait du caillou. Ouais, du béton. Okay. On fait du caillou recyclé carbonaté. En fait, on transforme un caillou de béton recyclé en un caillou de béton recyclé carbonaté qui ensuite va faire sa vie comme il la faisait avant, soit en filière construction, soit en filière routière. Et ce qu'on essaye, c'est d'améliorer ses propriétés par rapport à une réutilisation dans le béton. D'accord. Et une question sous forme peut-être de suggestion de la part de Jean-François Rimbaud. Le transport utilise-t-il du bio-GNV? Ce serait un plus pour le bilan carbone. Et on pourrait même capter le CO2 de ce camion et le réinjecter directement dans nos cailloux. Mais ce serait extrêmement circulaire. On va pas commencer par ça, mais blague à part, effectivement, c'est un des avantages du biométhane. C'est que non seulement il baisse les émissions de manière significative par rapport au méthane, au gaz naturel, mais en plus il génère du bio-CO2 et qui est aujourd'hui, on commence à peine à défricher l'utilisation de ce bio-CO2 comme une ressource. Donc nous, chez Voltigital, ça fait un moment qu'on le voit comme une ressource, on l'a même écrit dans le guide. C'est vraiment une ressource, nous on le payera ce CO2. À la différence du CO2 industriel sur lequel effectivement c'est plutôt un déchet, on est bien d'accord sur ça. Et donc aujourd'hui, le biométhane permet le bio-CO2 qui permet de faire beaucoup de choses. Et donc c'est très intéressant de s'y intéresser. Merci beaucoup Fabien. Jean-Charles, quel est votre regard vous, sur ces innovations ? Je pense que c'est intéressant de voir que déjà quand on passe du gaz fossile qui en grammes de CO2 par kilowattheure a un bilan carbone de 227 grammes, au biogaz on tombe à 44 ou 45 grammes de CO2. C'est pour ça que le biogaz issu d'un méthaniseur est considéré comme une énergie renouvelable. Et je dis aussi qu'il faut bien faire les choses. Et en France, on a cette approche d'essayer d'avoir des méthaniseurs à taille humaine. C'est-à-dire, et ça a été dit, c'est pour ça qu'on dit que le gaz vert est une énergie des territoires. C'est parce qu'on essaye de faire ça à l'échelle d'une exploitation agricole ou d'une coopérative, de faire des méthaniseurs, ce que j'appelle moi à taille humaine, et pas des grandes usines qui feraient qu'on ait des flux de camions qui peuvent inquiéter. Donc ces méthaniseurs permettent d'avoir une énergie renouvelable avec un biogaz à 44 grammes de CO2 par kilowattheure, et avec les externalités positives, c'est-à-dire moins d'engrais pour les agriculteurs parce qu'il y a des digestats, ou une valorisation du CO2 biogénique dans des usages, ça peut être effectivement la gazéification de l'eau, on n'en a pas parlé, ou des sodas, mais aussi la carbonatation ou le séchage du bois, et on pourrait encore baisser le bilan carbone du biogaz, et des études montrent qu'on peut tomber à 20 grammes de CO2 par kilowattheure. Donc on est bien là au cœur de l'économie circulaire, et c'est pour ça que c'est très intéressant de montrer toutes ces innovations qui donnent encore plus de perspectives au développement des biogaz. Merci beaucoup Jean-Charles, on arrive quasi au terme de cette InnoGaz. Je voulais déjà remercier tous les participants, vous étiez nombreux avec nous ce matin, nos deux innovateurs bien sûr. Jean-Charles, est-ce que vous avez un dernier message à adresser Oui, bien sûr, remercier nos intervenants. N'hésitez pas à les contacter en direct. Vous pouvez retrouver cette InnoGaz ou l'ensemble des précédentes sessions sur le site internet de Coenov. Et puis, on se retrouve dans quelques semaines pour une nouvelle session de nos InnoGaz. Merci beaucoup, très bonne journée, à très bientôt.